Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, 30 ans après la chute du mur de Berlin, quel est l'héritage de la réunification pour les Allemandes? Dans le domaine des droits des femmes, c'est clairement de l'Est qu'est venue l'émancipation. Reportage de notre correspondante Anne Maillet. À travers les siècles, l'art s'est essentiellement décliné au masculin, mais les temps changent. De Paris à Alger, une nouvelle génération de plasticiennes revendique leur place. C'est le cas de notre invitée Maya Inès Touam qui met en valeur le féminin. Et pour finir, rencontre avec une performeuse féministe qui dénonce les violences de genre et les injonctions à la beauté auxquelles sont soumises les filles dès leur plus jeune âge. Et pour commencer, direction l'Allemagne. En 1989, concilier travail et famille était une évidence pour les Allemandes de l'Est. En revanche, de l'autre côté du mur, à l'Ouest, le modèle de la femme au foyer était la norme. En 30 ans, les différences se sont estompées, intégrant ce rare héritage progressiste de la RDA. Regardez. Femme de l'Est et fière de l'être. En RDA, Viola Klein était directrice de jardin d'enfants. Avec la chute du mur de Berlin, de nouvelles opportunités se présentent. En 1992, elle crée avec un ami une entreprise de logiciels. Entre-temps, notre société a bien grandi. Nous avons en tout 280 salariés. Comme Viola Klein, plus de 90% des femmes est-allemandes exercent un métier dans les années 80. L'émancipation est au cœur du projet communiste. Viola Klein s'en considère comme l'héritière. La manière dont les femmes percevaient leur rôle en RDA était complètement différente. Il était absolument normal pour les femmes de retourner au travail après avoir eu un enfant. Les femmes à des postes importants étaient également une évidence. Aujourd'hui encore, 74% des Allemandes de l'Est sont actives et leur modèle influence l'ouest du pays. Franziska Pénicaud vient tout juste d'avoir un bébé. Elle est originaire de Bavière où la répartition des rôles entre hommes et femmes a toujours été plus traditionnelle. Chose impensable il y a encore 20 ans, elle s'apprête à reprendre le travail très rapidement. Je crois que je suis la première femme du coup, qui a fait des études et eu des enfants dans ma famille. Donc c'est pour ça que j'étais un peu plus vieille quand j'ai eu des enfants, mais c'est pas pour autant, je crois, que je brise avec les traditions de ma famille. Avec une politique familiale favorisant le retour des femmes à l'emploi, l'Allemagne réunifiée se rapproche lentement mais sûrement du modèle est-allemand, selon cette journaliste. Pendant longtemps, il a été tabou de dire que l'on s'inspirait du modèle est-allemand, en raison du système politique et de l'idéologie que l'on rejetait. Mais concrètement, on revient aujourd'hui à la même politique familiale qu'en RDA, en encourageant le travail des femmes et le développement des crèches. Depuis la chute du mur, le taux d'activité des femmes a augmenté de 15% sur l'ensemble du territoire. Une rare victoire pour un héritage est-allemand. Elles ont longtemps été considérées comme de simples muses ou des excentriques voulant imiter les maîtres. Les femmes peintres ont été rarement exposées ou mentionnées dans les livres d'histoire. Mais depuis peu, la place qu'elles méritent est revue à la hausse. Ainsi, le musée du Prado en Espagne met à l'honneur deux d'entre elles, les artistes du XVIe siècle, Sofonisba Anguissola et Lavinia Fontana. La première est une portraitiste, la seconde a osé peindre des nus. En tout, 65 œuvres empruntées à plus de 20 collections européennes et américaines qui sont à découvrir en ce moment à Madrid. Et sur la scène de l'art contemporain, la place des femmes aussi commence à être réévaluée et débattue. De jeunes plasticiennes sont bien décidées à faire face aux inégalités de genre dans leur milieu et à apporter leur regard singulier. Maya Inès Touam, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes exposée à la 3e édition de l'ACA, la foire d'art contemporain et de design centrée sur l'Afrique, qui a lieu à Paris. On voit certaines de vos œuvres, des natures mortes, inspirées de l'esthétique flamande. À quel point, aujourd'hui, le monde de l'art est encore dominé par les hommes ? À un point que je pense on ne s'imagine pas quand on regarde ça de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur de cette spirale, on se rend compte que c'est globalement des galeristes, des institutions, de la médiation culturelle, etc. Et toutes ces entités sont globalement masculines. Et alors, comment on se fait une place en tant que femme, justement, dans ce milieu dominé par les hommes ? Eh ben, on ne laisse pas le choix. On s'impose en souriant, évidemment, on s'impose intelligemment, mais on le fait. Parfois, c'est extrêmement difficile pour nous.
J'ai plein d'exemples en tête comme ça qui me viennent. Maintenant sont rendues publiques certaines conversations, notamment sur un compte Instagram de professeurs, de gens du milieu de l'art qui envoient des messages à des jeunes filles, en général. Ça peut être aussi à des jeunes hommes, hein, mais leur demandant des faveurs, dépassant les limites de la relation professionnelle, en fait. Alors, vous dites vouloir mettre en valeur le féminin. Vous avez notamment réalisé une série de portraits de femmes en Algérie, le pays de vos parents. C'est un pays aussi qui a inspiré les orientalistes au XIXe siècle, qui avaient un imaginaire colonial et fantasmé, notamment sur les harems. On pense à la mort de Sardanapale, notamment d'Eugène Delacroix. À quel point est-ce que votre travail est une réponse à ce courant ? En fait, moi, je suis partie du constat que la représentation des femmes du MENA, donc de ces régions, donc Moyen-Orient, Afrique du Nord, était fantasmée, en effet, un peu bafouée parfois, surtout les représentations photos et les cartes postales où on dénudait les femmes et qu'on, du coup, leur créait une nouvelle identité. Et donc, il était nécessaire pour moi de créer une image plus juste pour un archivage futur. Alors, un des thèmes récurrents aussi de votre travail, c'est le voile, qui suscite tellement de débats en France. Quelle est votre approche à vous par rapport au voile ? Alors, esthétique, artistique et politique, éventuellement. Alors, il était initialement, évidemment, sociétal. Enfin, j'essayais de comprendre pourquoi il attisait autant les convoitises ou bien au contraire les polémiques, parce que parfois il est mis sur un piédestal, enfin il est sacralisé, voilà, tout à fait. Et en fait, en me rendant compte que ce voile, moi, il me faisait rire, ce voile, cette silhouette, elle était assez fantasmagorique, elle était assez je sais pas, je pense à certains films comme par exemple Mars Attack, où les femmes avancent. Il y a un peu de ça, il y a un peu de science-fiction à certains moments. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui donner un aspect plus léger, plus juste, ou plus artistique, parce que ça me fatigue, en fait, beaucoup. Ce débat. Ouais, ce débat. Alors, me fatigue. à propos de rire, vous avez aussi créé une œuvre qui s'appelle, alors je ne sais pas si c'est son titre, en tout cas, c'est une burqa boule à facettes. On va la voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, on a créé ça avec Thomas Echegu. On a co-signé cette œuvre parce qu'en fait, si vous voulez, les rayonnements que cette boule à facettes renvoie sont les perceptions individuelles de chacun et les frontières mentales qu'on a tous au sujet de la burqa. Et en plus, je mettais en évidence avec la boule à facettes le fait que ce qui essayait d'être caché, finalement, est encore plus visible aux yeux de tous. Puisque nous en faisons en France un sujet récurrent. Récurrent. Merci beaucoup Maya Inès Touam. Je rappelle donc que vos œuvres sont exposées à l'ACA et sinon visibles notamment sur Internet. Ce qui va suivre va certainement vous intéresser. Je vous propose à présent de pénétrer dans l'atelier de Clémence Vazard, artiste vivant à Paris et qui explore les violences de genre depuis 3 ans. Florence Gaillard l'a rencontrée pour nous. Une femme presque nue qui dessine le contour de son corps au rouge à lèvres, comme dans une scène de crime. Dans cette performance intitulée « Sois belle et tais-toi », Clémence Vazard dénonce l'injonction à la beauté faite aux femmes, une violence aussi bien physique que psychologique. Une fois la performance terminée, elle quitte son personnage pour expliquer cette bouche à la fois sensuelle et ensanglantée. Donc ce sparadrap, il m'empêche de m'exprimer. C'est un outil d'oppression qui m'empêche de m'exprimer moi, d'exprimer mon identité, de m'exprimer clairement en fait. Quand elle se produit en public, Clémence Vazard interagit avec les spectateurs. Elle trace sur leurs mains les barreaux d'une prison pour les impliquer.
Artiste autodidacte et multimédia, elle a commencé en 2016 par enregistrer les témoignages de nombreuses femmes harcelées. Et à leur voix, elle a ajouté leurs portraits, déconstruits dans des collages. J'ai cette rage en moi, j'ai cette curiosité aussi envers les autres et j'ai envie d'être dans l'interaction, dans la confrontation, mais aussi surtout dans la relation à l'autre. L'idée de croire l'autre, d'écouter l'autre, c'est en fait dans cette société aujourd'hui, c'est nécessaire. Autre installation qui incite à réfléchir, cette coiffeuse avec un miroir. Quand on s'y penche, une vidéo s'enclenche qui dure 55 minutes. 55 minutes, c'est le temps moyen que passeraient les femmes chaque jour à se préparer. Une statistique qu'a voulu souligner l'artiste. Ce que je veux dire, c'est pas arrêter de vous maquiller et de prendre soin de votre apparence. Ce que je veux dire, c'est exprimer votre singularité. Ayez confiance en vous, en ce que vous êtes, plutôt que d'essayer de coller à une norme de représentation, à une norme de beauté. Depuis l'avènement du mouvement MeToo, l'activisme de Clémence Vazard a le vent en poupe. Déjà exposée à Londres et à New York, l'artiste se produira très prochainement à Paris. Voilà, avant de nous quitter, un mot pour vous signaler la parution de L'art du féminisme, les images qui ont façonné le combat pour l'égalité 1857-2017, un ouvrage de Lucinda Gosselin et Hilary Robinson ainsi que Amy Tobin aux éditions Hugo Images. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous invite à réagir et à échanger avec nous sur nos réseaux sociaux. À très vite.